إلهي يا عرب بلاد قلبي يا ولاد العرب بلاد. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, c'est toujours pareil en Égypte. Chaque fois qu'un nouveau pharaon arrive, il efface ce qu'a fait son prédécesseur. Il détruit ce que le pharaon précédent avait construit, ou bien il construit par-dessus. Il brise le cartouche portant le nom de son prédécesseur et il grave le sien. Il se présente comme le seul bon pharaon, le maître de l'univers et le maître du peuple tout entier. Il en a toujours été ainsi. La mort soudaine de Gamal Abdel Nasser laisse l'Égypte dans un profond désarroi. Personne ne semble avoir l'envergure nécessaire pour lui succéder. D'après la Constitution, c'est Anwar el-Sadat, nommé vice-président un an auparavant, qui doit assurer la transition. Sadat était pris très à la légère. Un jour, quelqu'un de la présidence a dit « Sadat doit se rendre à Kanater ». Il veut les mêmes mesures de sécurité que celles dont bénéficiait Nasser. Le responsable de la sécurité a dit « Il est fou. Il croit qu'on va le traiter comme Nasser ?» Sadat hérite de la machine d'État de Nasser et de ses puissants ministres soutenus par Moscou. L'entourage de Nasser a passé les 3 années qui ont suivi la défaite de 1967 à préparer la guerre avec Israël pour reprendre les territoires égyptiens occupés. On était censé entrer en guerre au printemps 1971. Le bouclier antimissile était achevé. Tout était prêt. Sadat nous a tous pris de court en repoussant la guerre. Sadat voit les choses autrement. Il considère que la guerre avec Israël a englouti les ressources de l'Égypte et qu'elle a empêché son développement. Pour lui, l'expérience socialiste de Nasser a échoué et seul le capitalisme peut sortir le pays de l'impasse économique et politique. Mais les partisans de Nasser tiennent les principaux ministères. Comme l'armée et les forces de sécurité sont entre leurs mains, Sadat ne peut même pas essayer de mettre en œuvre son projet. Étonnamment, c'est du ministère de l'Intérieur que vient son salut. Depuis des années, Taha Zaki, un jeune officier des renseignements, enregistre les conversations téléphoniques des membres du gouvernement. J'ai entendu Ali Sabri parler à Shahraoui Goma et dire « Ce fils de... Excusez-moi, mais c'est lui qui a été grossier. Il va tous nous éliminer, les uns après les autres, si on ne se dépêche pas. » Shahraoui Goma a répondu « Le général Fawzi est prêt. » Ce qui signifiait que l'armée était prête. S'il tente d'aller à la radio et de parler au peuple, je l'arrête. J'ai enregistré toute la conversation. S'il parlait d'arrêter le président, c'était un complot. Je suis allé tout raconter à Sadat. Je me suis assis à côté de lui sur le canapé. Il était en djellaba et en abaya. Sadat a enfin un prétexte pour se débarrasser des puissants ministres de Nasser. C'est une véritable bénédiction. Il dénonce le complot et ordonne leur arrestation immédiate. Nous ne nous attendions pas à une confrontation aussi rapide.
Nous autres officiers, nous étions sûrs que les ministres puissants allaient l'emporter. Que Sadat n'avait pas la moindre chance face à Sharawi Goma, Ali Sabri, Mohamed Fayek. Nous étions convaincus que Sadat allait être écrasé. Et il s'est avéré extrêmement rusé. Ils nous ont conduits à la prison de Tora. Sadat a fait une véritable révolution de palais. Il s'est débarrassé de tous les dirigeants. Et il a pu se lancer sur une voie totalement opposée à celle de Nasser. Sadat élimine d'un seul coup les partisans de Nasser, du gouvernement et des forces de sécurité. Il les accuse d'avoir détourné la révolution de 1952. Il organise un bûcher pour brûler les enregistrements des écoutes et annonce publiquement que l'ère des limitations de liberté et des détentions politiques arbitraires est terminée. Le mouvement étudiant voyait cette révolution corrective comme un coup d'État qui allait contre le projet nassérien. La propagande, qui consistait à détruire les prisons ou à brûler les enregistrements, n'était que du spectacle. Et nous autres étudiants, on continuait à exiger la guerre contre Israël. Mais Sadat sous-estime la profonde transformation que la politique d'éducation gratuite de Nasser a opérée dans les universités égyptiennes. Le puissant mouvement des étudiants de gauche soutient l'effort de guerre depuis la défaite de 1967. Il est bien déterminé à faire pression sur Sadat pour qu'il déclenche la guerre tant attendue et efface l'humiliation égyptienne. Sadat était poursuivi par le fantôme de Nasser. Celui-ci occupait toute la scène politique. Et Sadat ne parvenait pas à trouver d'espace pour lui-même. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté de remplacer une idéologie par une autre. Il a ainsi eu l'idée de réactiver les cellules islamistes radicales. Les Égyptiens sont très croyants. Dès qu'on invoque Dieu, ils se taisent et sont prêts à tout accepter. Nous commencions l'université et nous étions choqués par l'ampleur du militantisme de gauche. Nous venions pour la plupart de la campagne, d'un milieu simple et religieux. Pour beaucoup d'entre nous, la défaite de 1967 n'était pas seulement celle de l'État, mais celle de toute la gauche socialiste. Nous étions choqués qu'ils se moquent de la religion, et cela nous a incités à les défier. Le courant islamiste partage les réticences de Sadat à entrer en guerre contre Israël. Il considère que l'État hébreu a triomphé parce qu'il a su préserver sa religion. Ce n'est qu'en retournant à l'islam que l'Égypte pourra effacer la défaite de 1967. Sadat va donc s'appuyer sur les étudiants islamistes pour éliminer ses adversaires de gauche qui contrôlent les universités. En tant qu'islamistes, on avait un intérêt commun. C'était à la fois les ennemis de Sadat et les nôtres. Et s'en débarrasser était une bonne chose pour l'islam et pour l'Égypte. Tant mieux si Sadat y trouvait son compte. L'affrontement a lieu en janvier 1972. Sadat trouve une excuse peu convaincante pour repousser, une nouvelle fois, la guerre tant attendue. En réponse, les étudiants nasseristes organisent un sit-in dans le hall principal de l'université du Caire. Le hall principal était occupé par les marxistes et les nasseristes. On a discuté avec eux, mais ils ont persisté à insulter la religion. Nous, on est des paysans. Quand on nous insulte, on cogne. Ils sont arrivés avec des bâtons et des chaînes. Ils nous ont frappés et chassés en nous traitant d'infidèles et d'athées. On y est allé en groupe. L'État avait envoyé des véhicules pour nous conduire à l'université du Caire. On s'est retrouvés dans le hall principal, et là,
on leur est tombé dessus. Les hommes de la sécurité regardaient. Ils les ont laissés nous tabasser. Personne n'est intervenu, ni les gardes de l'université, ni les officiers de la sécurité d'État. On a compris qu'ils bénéficiaient de complicité en haut lieu. Les complicités entre les étudiants islamistes et la sécurité d'État sont bien plus étendues que ce que soupçonnent les étudiants de gauche. La Jama'a al-Islamiyya, on ignorait qui la soutenait. Jusqu'à ce que Mohamed Osman Ismail appelle le vice-ministre de l'Intérieur. Envoyez des ambulances à l'université du Caire. Aujourd'hui, nous allons anéantir les communistes et les nasseristes. On a demandé, nous c'est qui? Il a répondu, le groupe islamiste qu'on a créé. C'est là qu'on a découvert que le régime soutenait ce mouvement. Les forces du CSF, la sécurité centrale, prennent d'assaut l'université. Tous les leaders du sit-in sont arrêtés. Maintenant que le dernier bastion du nasserisme est écrasé, Sadat va enfin pouvoir mettre en œuvre sa politique. انت والاخوان المسلمين تشتغلوا سياسه بحريه كمان مش بس كده وبدعم مني شخصيا ان محدش يتعرض لكم ابدا بس بشرط عشان ما تقولوش ان انا ما حذرتش اولا ما فيش قله ادب معايا ابدا ثانيا الناس لازم تلزم حدودها وتعرف مين اللي اداها الحريه دي. Il a fait libérer les frères musulmans emprisonnés et leur a donné une certaine liberté. Sadat est arrivé au pouvoir tout seul. Il n'avait pas d'alliés. Il a compris qu'il pouvait s'appuyer sur ce courant islamique que Nasser avait réprimé. Les forces de la sécurité n'étaient pas d'accord. Elles avaient des doutes. Elles avaient toujours considéré que l'islam politique était susceptible d'empêcher le pays de devenir un État laïque moderne. Le président Anwar el-Sadat a commencé à se présenter comme le pieux président. Il a inventé le slogan « Le pays de la science et de la foi ». Et il a exagéré les marques de prière sur son front. La libération des frères musulmans, après une décennie passée dans les prisons de Nasser, marque le début d'une islamisation profonde de l'Égypte. Le renouveau de l'islam politique en Égypte a commencé à l'université dans les années 70. Cela a redonné de la vigueur aux frères musulmans, qui étaient devenus un groupe d'hommes âgés, attachés à leur passé glorieux, mais sans espoir pour l'avenir. L'Union étudiante a décidé, avec les frères musulmans, d'organiser des camps de vacances pour les étudiants islamistes de toutes les universités du pays. La confrérie finançait, mais discrètement. Les dignitaires d'Ikhwan, de retour en Égypte après des années d'exil dans les riches États pétroliers, payent volontiers l'addition pour aider les différents courants islamiques à se développer. En 1973, le premier jour à la faculté d'ingénierie, on a trouvé une grande bannière, comme une affiche de cinéma. On n'avait pas d'argent à l'époque. Nos affiches se résumaient à des feuilles gribouillées avec des feutres de couleur. Mais là, l'affiche était grande et chère. Elle disait « Le parti de Dieu affronte celui du diable ». Admettons, mais qui était avec Dieu et qui avec le diable? Ils ont tenté de séparer étudiants et étudiantes. Ils voulaient qu'on récite le Coran en début des cours. C'était tout à fait étrange. L'université a toujours été laïque. Et jamais on n'avait vu de telles activités en son sein. On a lancé des activités, des camps, des cours, et on a même organisé des pèlerinages à prix réduit.
Les membres du mouvement islamiste répondaient aux besoins des gens. Ils organisaient une quête pour une fille qui n'arrivait pas à financer son mariage ou pour régler des frais de résidence universitaire. Ils ont construit des cliniques pédiatriques dans des petits villages. Ils ont compris l'importance de se rapprocher des gens en leur proposant des services. C'est une méthode classique pour construire et organiser une base populaire, pour trouver des fonds pour les différents groupes qui constituent l'islam politique. Le soutien proposé par les groupes islamistes représente un vrai soulagement pour la population accablée par des années d'austérité dues à la préparation de l'effort de guerre. Les islamistes en profitent pour nouer des alliances dans tout le pays. Mais dès qu'ils quittent l'université, leur unité vole en éclats. Le but ultime de toutes les factions est d'instaurer un État islamique, mais comme les frères musulmans 10 ans auparavant, personne n'est d'accord sur la façon d'atteindre ce but. La Jama'a al-Islamiyya était unie. Puis il y a une scission. Un groupe a rejoint les frères musulmans. Ceux-ci voulaient créer un État islamique par le biais d'une réforme graduelle. L'autre groupe a refusé de rejoindre l'Irwan et est devenu la Jama'a Islamiyya que l'on connaît aujourd'hui. Ils étaient pour la création d'un État islamique par la force. Et ils ont créé une faction armée pour imposer le changement par la force. Bien que les islamistes aient permis à Sadat d'asseoir son pouvoir les premières années, les divisions internes rendent vite ce mouvement incontrôlable. Sadat ne veut pas la guerre, mais le Sinaï est occupé et l'armée ne peut pas rester éternellement mobilisée. En bon stratège, le président égyptien comprend qu'une guerre limitée pourrait mener à la paix. Le président est sorti dans le jardin, je marchais derrière lui. Votre bureau a une chambre? Oui. Et avec téléphone et frigo? Oui. Faites venir un dactylographe. J'ai appelé Hamdi El-Tari et il m'a envoyé quelqu'un. Sadat a dit « Enfermez-le dans cette pièce, coupez le téléphone et apportez-lui à manger. » Puis il a dicté. Tape. Nous, président de la République, ordonnons l'exécution de l'opération Badr. Il a inscrit à la main le jour, 6 octobre, et l'heure, 1h55. أخيراً جت اللحظة اللي استنيناها 6 سنين. صدرت لنا الأوامر بالعبور. هنقتحم القناة. هنحرر سيناء. تحيا مصر. تحيا مصر. L'Égypte est parvenue à avancer de quelques kilomètres jusqu'à la limite protégée par nos missiles. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, nous avons fait des prisonniers de guerre israéliens. On a vu l'image d'Assaf Yagouri et son unité, comme ça, accroupie. Ça nous a rendu notre honneur, notre fierté. L'attaque surprise de Yom Kippour détruit le mythe de l'invincibilité d'Israël. Pour Sadat, c'est déjà une victoire. Son but n'est pas de vaincre Israël, car cela entraînerait immanquablement de futures guerres. Seule une impasse militaire est susceptible de favoriser des pourparlers et de mener à un statu quo acceptable pour les deux pays. Sadat sait que les États-Unis veulent maintenir l'équilibre dans la région et qu'ils soutiendront des négociations dès que l'occasion se présentera. Il ignore les recommandations de ses commandants et fait sortir ses troupes de la zone protégée par les missiles. Le jour même, la 3e armée égyptienne est encerclée. Mais Sadat a gagné son pari risqué.
le président Nixon envoie son secrétaire d'État, Henry Kissinger, pour obtenir le retrait des deux armées. Sadat va enfin parler directement aux Américains. Kissinger demandait à Sadat que faire à tel ou tel kilomètre. Celui-ci lui a répondu « Je ne veux pas entrer dans les détails, je veux parler de l'avenir de la région ». En gros, il disait « Prenez les choses de façon globale, oubliez les détails et les kilomètres. Le but que je poursuis, c'est de ramener l'Égypte et le Moyen-Orient dans la zone d'influence politique américaine. » Le projet capitaliste de Sadat est enfin à sa portée. Pour affirmer sa nouvelle légitimité, il nomme à la vice-présidence un héros de la guerre de 1973, Hosni Moubarak. Afin de sceller l'amitié américano-égyptienne, Sadat devient le premier dirigeant égyptien à se rendre en voyage officiel aux États-Unis. Et c'est à Washington qu'il révèle sa nouvelle politique économique capitaliste, nommée la porte ouverte, en arabe l'Infitah. Il est passé de l'économie socialiste planifiée à l'Infitah. Cette politique devait attirer les investissements et les aides étrangères. Sadat ne pensait pas que l'État pouvait être bon commerçant ou bon producteur. Si vous voulez que ça marche, comme dit le proverbe, donnez la pâte au boulanger. C'est le secteur privé qui était le boulanger. L'idée était d'attirer les capitaux américains. L'Infitah était une décision essentiellement politique, et non pas seulement économique. Ils nous ont vendu l'Infitah en disant que bientôt, chaque Égyptien aurait une maison et une voiture. Même Sadat affirmait que la prospérité serait atteinte en 1979. Les artisans souffraient. L'Infitah inondait le marché de produits qui faisaient de la concurrence à leurs objets pauvrement fabriqués. L'afflux de produits étrangers a stoppé net la production locale. On trouvait toutes sortes de bonbons et de chocolat dans la rue. Mais impossible de se procurer du tissu traditionnel pour se faire des vêtements, même si on en avait davantage besoin. Il y avait des produits de luxe en excès et pas de produits de base. L'import-export remplace l'industrialisation et crée une classe de nouveaux riches heureux d'afficher leur fortune. Pendant cette période, une certaine classe s'est enrichie très rapidement. C'est-à-dire que cette classe est devenue riche, mais elle s'est avérée incapable de préserver les valeurs égyptiennes, qu'elles soient nationales, religieuses ou culturelles. ادي يا سيدي مشروع رصف الشارع اللي كان نفسك فيه. انصر دينك. تبدا الشغل بعد 15 يوم. هي تفحت واحنا نبلط وبعدها الكهرباء. هي تفحت واحنا نبلط وبعدها المجاري. وكما هو جاري انا الربع وانت الربع وعمنا الكبير الربعين. En 1975, ils ont rendu public le nombre de millionnaires en Égypte. On a été choqués d'apprendre dans le magazine Rosa Youssef qu'il y avait 500 millionnaires égyptiens. Alors que plus de 40% de la population égyptienne vivait en dessous du seuil de pauvreté. Des bidonvilles ont surgi autour de la capitale.
et ont créé une ceinture de pauvreté autour de la ville, susceptible d'exploser à chaque instant. Les bidonvilles sont la conséquence directe de l'Infitah. Sadat a lancé une politique qui, des années plus tard, a abouti à la révolte du 25 janvier 2011. Il a fondé l'Alliance du pouvoir et de l'argent. Un seul groupe a monopolisé la totalité des richesses et la totalité du pouvoir politique. L'Infitah permet également aux Égyptiens de trouver du travail dans les pays du Golfe, qui sont devenus 2 fois plus riches depuis le choc pétrolier qui a eu lieu pendant la guerre d'octobre. L'Arabie saoudite s'est développée très vite et a besoin de main-d'œuvre bon marché. Cet exode de masse change profondément la société égyptienne. والله احنا بنفضل نسميهم عمال. سميهم زي ما تسميهم، انما في الاخر فهو عليه. الاجور كويسه 1200 درهم، يعني اكتر من 500 جنيه. كويسين يا عطيه كويسين. اسكت يا زينب. مفيش شغلانه تانية؟ دي شغلانه كويسه. غير المرتب، الاقامه على حسابهم. انا معايا مؤهل. دبلوم تجاره متوسطه، ممكن اشتغل محاسب، مراجع، رئيس حسابات. ما تجرب نصيبك يا استاذ عطيه يمكن ربنا يسهل. اسكت عزوز، اسكت. انا اشتغل فاعل، اشيل طوب. والله لو ادوني 1000 جنيه مش 500. يلا زينب. طب استنى يلا زينب. من فضلك مش عايزين ممرضات، انا معايا شهاده تمريض وخبره 7 سنين. حركة التسلف. Le salafisme, c'est-à-dire les femmes qui portent le niqab, les hommes aux longues barbes, et certaines coutumes qui sont observées en Arabie Saoudite, ne constituent pas une obligation religieuse. Mais cela a commencé à se répandre. Dans les familles égyptiennes, les hommes et les femmes avaient l'habitude de se mélanger, même parmi les familles islamistes. En Arabie Saoudite, c'était interdit. Et les Égyptiens qui en revenaient ont conservé ces coutumes. On voyait souvent à l'aéroport des gens débarquer avec un magnétoscope, un ventilateur, une couverture, portant une djellaba courte et une longue barbe, et qui avaient la tête bourrée d'idées comme « si on veut que l'Égypte prospère, il faut un retour à la religion, respecte Dieu et il t'aidera ». Mais ça reposait sur quoi? Sur la conception wahhabite, qui prône un islam plus radical, et pas sur l'islam égyptien modéré enseigné à Al-Azhar. Sadat est persuadé que les retombées promises par le système capitaliste finiront par profiter aux pauvres. Au lieu de quoi, durant les 3 années de l'Infitah, l'Égypte accumule une dette extérieure monumentale qui l'accable. Le FMI intervient pour la restructurer. Sa prescription est simple: cesser de subventionner tous les produits de base. Toutes les subventions dont les gens bénéficiaient sous Nasser ont été supprimées l'une après l'autre. Sur le sucre, l'huile, le riz, le gaz, tous les produits de première nécessité. Ils ont signé un décret qui d'un seul coup augmentait les prix de 50 ou 60 produits de base. Les gens avaient déjà souffert de la faim pendant les 9 années d'austérité après la guerre de 1967. Ils s'étaient montrés patients et attendaient la prospérité que Sadat avait promise pour 1979. Au lieu de quoi, ils se retrouvaient face à une hausse des prix. Le 18 janvier 1977, en quelques heures, les manifestations tournent au chaos et au pillage. Nous étions à Assouan, avec le président et toute son équipe. J'ai appelé la garde présidentielle et ils ont envoyé des véhicules blindés, des tanks, qui ont encerclé la maison. J'avais peur qu'ils rentrent comme ils avaient déjà pillé la maison d'Hosni Moubarak à Alexandrie.
Les gens sont allés vers les lieux de répression qu'ils ne supportaient plus pour entrer dedans et les détruire. La plupart des commissariats ont été saccagés durant les émeutes du 18 et 19 janvier. Le régime ne semble pas mesurer l'importance des émeutes et riposte comme à son habitude en envoyant les forces de la sécurité centrale pour disperser la foule. Les forces de la sécurité centrale n'ont pas tenu 2 heures face à la foule. Leurs troupes se sont dispersées comme une volée de moineaux et elles ont complètement flanché face à l'insurrection. Les hommes de la sécurité centrale se sont échappés comme ils l'ont fait récemment lors des révoltes du 25 janvier 2011. Ils ont enlevé leurs uniformes et ils ont rejoint le peuple pour le soutenir. Pour la première fois depuis la révolution de 1952, l'armée est envoyée dans la rue face au peuple. J'ai vu des tanks sur la place Ramsès. On n'avait pas l'habitude. C'était étrange de voir l'armée, que nous aimions, contrairement à la police avec qui nous avions une relation d'hostilité. On voyait les forces de police comme une machine répressive. Mais on a toujours aimé et respecté l'armée. Elle se battait contre Israël, mais pas contre nous, les Égyptiens. On était étonnés que notre armée, qui avait combattu en 73, nous tire dessus à balles réelles. Il ne faut que quelques heures pour que le pays soit à nouveau sous contrôle. Mais aujourd'hui encore, le nombre de victimes des émeutes du pain reste incertain. Sadat rejette les revendications du peuple et évoque un soulèvement de voleurs. Sadat et sa femme étaient personnellement insultés. C'était nouveau pour les Égyptiens. Pour la première fois, le peuple faisait une distinction entre les dirigeants et lui. Les Égyptiens révéraient leurs dirigeants depuis le temps des pharaons. Et cela a duré jusqu'en 1977. Jusque-là, l'entourage était critiqué, mais jamais le pharaon, le roi, le sultan ou le président. Ce tabou envers le chef a été brisé les 18 et 19 janvier. فيه تخريب اكيد فيه تخريب ولابد يلموا كل من خرب عن عمد وبالادله وانا مش هرحمه. هتعمل ايه يا انور؟ هعمل ايه يعني؟ هلغي القرارات وارجع الدعم تاني. هترجع في قرارك؟ غلط انا عارف بس الاحسن ارجع في قراري ولا اسيب البلد تتحرق. 176 personnes sont jugées pour incitation aux émeutes. La plupart des accusés sont les étudiants de gauche qui manifestaient déjà au début de la présidence de Sadat. C'est un procès politique. Les avocats en font la démonstration magistrale au président du tribunal. Il lui a demandé les hiéroglyphes de la pierre de Rosette. Vous savez ce qu'ils disent, votre honneur? Le juge a répondu, ce sont simplement des signes hiéroglyphiques. Il a expliqué que la pierre avait été gravée après un soulèvement des Égyptiens. Les masses étaient affamées et oppressées, et elles s'étaient révoltées. Et il a rajouté, votre honneur, ainsi est notre peuple, face à la famine et à l'oppression. Il descend dans la rue pour protester, quel que soit le dirigeant. Qu'il s'agisse d'Hosni Moubarak, d'Anwar el-Sadat ou de Toutmousis XV. La lune de miel est terminée. Après 7 ans de pouvoir de Sadat, l'espoir cède place à la déception. Quelques mois après les émeutes du pain, le chef d'État reçoit un signal d'alarme qui vient de là où il s'y attendait le moins.
En juillet 1977, un groupuscule islamiste radical inconnu enlève le ministre des Affaires religieuses, le cheikh Mohammed El-Dahabi. Son assassinat, quelques jours plus tard, ébranle profondément le pays. L'assassinat du cheikh El-Dahabi a montré l'ampleur du mouvement. Leurs idées s'étaient répandues comme une traînée de poudre. C'était un signal d'alerte pour le pays tout entier, et en particulier pour le président Sadat, qui se présentait comme le pieux président. Le groupuscule islamiste, appelé Al-Takfir ou Al-Higra, ce qui signifie anathème et exil, revendique cet assassinat. Son chef charismatique, Choukri Mustafa, a déjà passé une dizaine d'années en prison pour son appartenance aux frères musulmans. Sadat l'a libéré en même temps que tous les autres membres d'Ikhwan. Mais dans les prisons de Nasser, Choukri s'est radicalisé en adoptant les idées djihadistes de Sayed Qutb. Choukri Mustafa a commencé à parler d'anathème en prison. Il a dit que ceux qui torturaient ne pouvaient pas être musulmans, même s'ils le prétendaient. Une fois libéré, il a trouvé auprès des étudiants un terrain fertile pour prêcher sa vision radicale de l'islam. Grâce à la tolérance de Sadat envers les mouvements islamistes, son groupuscule a pu se développer sans encombre pendant une dizaine d'années. Choukri est venu chez moi, à Mounira. Il a dit, nous nous appelons la communauté des musulmans. Ceux qui appartiennent à notre groupe sont musulmans, mais pas ceux qui n'en font pas partie. S'ils refusent de nous rejoindre, c'est que ce sont des infidèles. Il voyait toute la société comme des infidèles. Différents groupuscules ont surgi. À un moment, on en suivait jusqu'à 43. Chacun avait sa spécificité. Certains incendiaient les boutiques de vidéos ou les cinémas. D'autres détruisaient des tombes ou bien interdisaient les enterrements dans l'enceinte des mosquées. Ils avaient parfois des idées vraiment bizarres. Choukri avait du charisme. Son regard était pénétrant, ses yeux plissés lançaient des étincelles, il avait une longue barbe et laissait flotter ses cheveux. Il portait une calotte et se sentait pourchassé en permanence. Pour lui, prêter allégeance au groupe, ça voulait dire s'isoler, se mettre à l'écart de la société. Nous avons trouvé des gens qui abandonnaient leur travail pour vendre des radis et des tomates. Le cas d'un commissaire de police a particulièrement retenu mon attention. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a répondu que la société était infidèle. Il ne voulait plus l'argent de l'État, car il était impur. Il provenait des taxes sur le whisky. Il y avait plusieurs cas dans ce genre-là. On a découvert qu'ils étaient liés à une petite organisation qui s'appelait Anathème et Exil. لا تصلي خلف إمام يدخن السجائر ولا تسمح لأمك أو أختك بالخروج بغير نقاب ولا تصافح نصراني ولا تقرئه السلام إلى الدرس القادم بإذن الله يلا Le grand moufti d'Égypte, le cheikh El-Dahabi, a réagi aux accusations d'apostasie de Choukri. Donc celui-ci a décidé de l'éliminer. Quand on a arrêté Choukri, j'ai tenté de lui parler. Il a dit « Je ne parle pas aux infidèles. Quand tu seras musulman, on pourra parler. »
J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais il n'a pas changé d'avis. Il a été jugé par un tribunal militaire et condamné à mort. L'organisation de Choukri Mustafa est vue comme une bande d'illuminés que le pieux président Sadat ne prend pas au sérieux. Personne ne comprend alors qu'il s'agit du tout premier groupe islamiste violent et armé et que bien d'autres suivront. Sadat va devoir affronter des problèmes sur tous les fronts. Mais cela ne l'empêche pas de poursuivre son grand projet. Un jour, alors qu'on revenait du palais d'Abdin, Sadat m'a dit en entrant dans l'ascenseur « Demain, Fawzi, Hassan et toi, vous irez à Jérusalem trouver l'endroit où l'on va loger. » On s'est regardé avec Fawzi. Il a bien dit Jérusalem. Je suis retourné le voir. « Monsieur, vous nous avez donné un ordre. Et vous ne le comprenez pas ?»« Non, monsieur. » « Qui est avec vous ?» J'ai répondu « Hassan Kemel, Ramari et Fawzi. » Il a dit gentiment « Mes chers crétins. » Bon, on obéit au président. S'il nous dit d'aller en Israël, on y va. Le 9 novembre 1977, Sadat prend la décision la plus audacieuse de sa carrière. Il annonce au Parlement qu'il est prêt à se rendre à Jérusalem pour faire avancer le processus de paix avec Israël. Les députés applaudissent, convaincus qu'il ne s'agit là que d'une figure de rhétorique. Pourtant, mettre fin au cycle de guerre qui engloutit les ressources du pays est le but de Sadat depuis qu'il a accédé au pouvoir. Malgré l'agitation que cela suscite en Égypte, le président choisit de faire l'inimaginable. Sa visite à Jérusalem a été un véritable désastre pour nous. Notre génération a grandi avec Israël qui, pendant 4 guerres, a tué nos pères, nos frères et nos maris. C'était trahir nos martyrs qui étaient morts pour nous rendre nos terres et notre dignité. Et maintenant, il fallait se réconcilier. C'est Sadat qui a dit que nous avions gagné la guerre de 73 et que nous pouvions reprendre notre terre. Alors pourquoi leur offrir d'autres victoires sur un plateau d'argent? Sadat est salué dans le monde entier comme œuvrant courageusement pour la paix. Mais le monde arabe rompt instantanément toute relation avec l'Égypte. Le voir en train de prier à la mosquée Al-Aqsa, second lieu saint de l'islam, alors qu'elle est toujours occupée par Israël, est perçu comme un blasphème. Paradoxalement, il n'y a aucune réaction ou protestation de la part des frères musulmans en Égypte. On savait que les frères musulmans roulaient avec Sadat depuis 1970. Ils n'ont pas dit un mot, ni pour, ni contre. Mais leur silence était signe de soutien, pas d'opposition. Le silence des frères musulmans est interprété comme une trahison par les groupes islamistes les plus radicaux. Les dissensions nées au sein du mouvement islamiste depuis les années de l'université s'exacerbent. L'aile extrémiste, la Gamma al-Islamiyya, est déterminée à agir sur le champ. Nous avions plus d'ambition, plus d'activité que les frères musulmans. Et nos espoirs étaient plus grands. Nous voulions créer un véritable État islamique et faire de plus grandes choses. Nous l'avons vu à la télé et avons immédiatement commencé à nous préparer pour un coup d'État. L'idée est apparue de s'entraîner au maniement des armes. Bien sûr, à ce moment-là, les relations avec Sadat avaient atteint un point de non-retour.
Sourd à toute opposition, Sadat poursuit ses négociations avec Israël. Il est fermement soutenu par l'armée, qui est la clé de voûte du régime tout entier. C'est elle, sans aucun doute, qui tirera le plus grand profit du traité de paix. Après Camp David, ils ont commencé à parler d'un accord consécutif à la paix israélo-égyptienne, où nous nous engagerions à fournir pour près d'1 milliard de dollars d'aide militaire. Tout le régime reposait sur l'armée. Les Américains ont favorisé ça avec l'aide militaire apportée. Les dirigeants égyptiens voulaient une armée forte, parce qu'ils ne voulaient pas partager le pouvoir avec la société civile. 1 milliard de dollars. C'était énorme pour l'armée égyptienne. Il est loin d'être sûr que cela ait aidé la société. Aujourd'hui encore, cet accord demeure au fondement même des relations américano-égyptiennes. Une Égypte stable est essentielle pour les intérêts américains dans la région. Les avantages de cette alliance militaire sont devenus évidents après l'invasion soviétique en Afghanistan en 1979. On a reçu l'ordre de permettre aux islamistes de voyager. L'idée était d'envoyer des groupes djihadistes combattre les communistes en Afghanistan. Sadat a autorisé des centaines de personnes à partir. Ça permettait aussi d'évacuer la pression islamiste. L'État égyptien les a financés ouvertement. Et Sadat lui-même encourageait les jeunes à partir en Afghanistan. L'Égypte envoyait ses jeunes et l'Arabie Saoudite finançait tout. La Gamma al-Islamiyya est allée en Afghanistan pour 2 raisons. Combattre les Russes et recevoir un véritable entraînement militaire. Ces groupes islamistes envoyés en Afghanistan vont poser les fondements de ce qui est devenu aujourd'hui Al-Qaïda. Mais à l'époque, Sadat est persuadé de faire baisser la pression intérieure qui ne cesse de monter contre le traité de paix. Il ne s'imagine pas qu'il signe alors son propre arrêt de mort. Pendant l'été 1981, l'opposition intérieure se renforce dans toute la société civile. Sadat a besoin de faire taire toute contestation pour mettre la dernière touche à la clause sur le retrait du Sinaï. Le 27 août, précisément, on m'a appelé pour que j'aille voir le ministre de l'Intérieur. J'ai été étonné quand celui-ci nous a dit qu'on devait arrêter des dizaines de milliers d'opposants. Les anciens premiers ministres, et qui d'autre encore? Des hommes politiques de premier plan, comme Mohamed Hassanin Hekal, Fouad Serageddine, Gamel El Ibrashi. Ils attaquaient tous les accords de paix et Sadat devait voir Begin pour les finaliser. Il a dit « Ils perturbent le pays avec leurs écrits, arrêtons-les jusqu'à ce que j'ai signé le traité ». Malgré son intention annoncée d'apporter prospérité et liberté à l'Égypte, Sadat choisit, comme tous ses prédécesseurs, la voie la plus simple, celle de la répression. 1536 personnes, parmi les plus influentes du pays, sont arrêtées la même nuit. La plupart des mesures d'ouverture démocratique lancées par Sadat ont rétréci comme peau de chagrin. Elles ont cédé la place à une sorte de tyrannie qui a atteint son apogée en septembre, quand il a arrêté la quasi-totalité de l'Égypte.
Tous ceux qui ont été arrêtés étaient contre Camp David. Les gens du Wafd, Ikal, les chrétiens et les islamistes étaient contre Camp David. Les socialistes, les communistes, les travaillistes, tous étaient contre Camp David. Pour la première fois en Égypte, tous ces courants ont été arrêtés et mis dans le même panier. Quand vous voyez tous ces gens de toutes les tendances, il est clair que cette détention ne va pas durer. Quelqu'un a même dit « On va pouvoir enfin former une union nationale ici ». On savait qu'on risquait d'être arrêté, alors on est passé à la clandestinité. Tous les autres se sont fait prendre. Et ça a été le début du complot pour assassiner Sadat. Parmi les personnes emprisonnées se trouve un certain Mohamed Islambouli, le leader de la Gamme al-Islamiyya de Haute-Égypte. Son frère, Khaled, officier de l'armée, décide de le venger. L'opportunité s'est présentée à Khaled Islambouli. Il avait des idées fondamentalistes et il a été choisi pour participer au défilé militaire. Il est allé voir Abdel Salam Farag et lui a dit qu'il voulait tuer Sadat et qu'il avait simplement besoin de 4 hommes ayant une expérience militaire. Khaled Islambouli était un membre de la Gamme al-Islamiyya qui, jusqu'à la visite de Sadat à Jérusalem, n'avait pas clairement fait le choix de la violence. Il persuade son groupe que tuer le pharaon peut justifier un changement de stratégie. الشيخ بلال أمير المعسكر المسؤول عن الإعداد والتنفيذ إن شاء الله هتبقى أمانة في رقبته لحد ما يجهزك لتحقيق مرادك. La Gamme al-Islamiyya fusionne avec une autre faction clandestine armée, le djihad islamique. Cette décision changera à tout jamais la politique mondiale. Ça a été l'erreur historique de la Gamme al-Islamiyya. C'est à ce moment que nous avons décidé d'opter pour la lutte armée. Nous étions très différents du djihad islamique. Par la suite, c'est le djihad islamique qui s'est allié avec Al-Qaïda. Et ce sont eux qui dirigent Al-Qaïda maintenant. Le groupe a commencé à s'entraîner avec des armes pour pouvoir riposter si la sécurité tentait de nous arrêter. Nous avons commencé les entraînements armés ici, au Caire. L'assassinat de Sadat pendant la célébration du 8e anniversaire de la victoire de la guerre de 1973 a une immense portée symbolique. Mais alors que les assassins de Sadat sont poursuivis, le reste de leur groupe lance la deuxième phase du complot. Un coup d'État qui doit déclarer l'Égypte État islamique. Le groupe devait s'emparer de la radio et de certaines unités militaires, puis prendre les mairies en province. Tout ça suivi de manifestations de masse style Khomeini. Il existe ce qu'on appelle le plan 100 pour assurer la sécurité du Caire dans les moments critiques. Le premier signe de la gravité de la situation, c'est qu'on nous a demandé d'activer ce plan. Le coup d'État a échoué parce qu'aucun de nous ne croyait qu'on allait vraiment réussir. Ceux qui devaient s'emparer de la radio avaient prévu d'endormir les soldats avec des pilules qui n'ont pas marché. Et les soldats, bien réveillés, les ont arrêtés à leur arrivée. Puis le présentateur qu'on avait recruté pour lire le communiqué de la Révolution a été découvert et arrêté avec les bandes. Ensuite, on nous a tous arrêtés. J'ai été emmené à la prison de la Citadelle. J'ai fait des statistiques établissant que parmi ceux qui ont tué Sadat, 70% avaient été recrutés par Osman Ismail de la sécurité.
Je lui ai dit, je t'accuse d'avoir assassiné Sadat, puisqu'il avait soutenu ce mouvement. C'était une énorme erreur. Khaled Islambouli crie mort au pharaon quand il abat Sadat sous les yeux de tous les dignitaires de l'armée. Le chaos dans la tribune reflète bien l'état dans lequel le président laisse le pays. En arrivant au pouvoir, Sadat espérait améliorer le sort de l'Égypte. Il a mis fin à la guerre avec Israël, instauré un régime capitaliste, renforcé les valeurs musulmanes de la société. Mais ces décisions n'ont pas eu l'effet escompté. Le deuxième pharaon de l'ère moderne égyptienne après Nasser a ouvert la boîte de Pandore. Aujourd'hui encore, le pays subit les conséquences de ses choix. En Égypte, aussi bien à l'époque islamique que romaine ou pharaonique, le système politique a toujours été fondé sur la personnalisation du pouvoir. Quel que soit le titre du dirigeant, c'est avant tout à lui que les Égyptiens prêtent allégeance. Lui seul détient les rênes du pouvoir. Et cet homme fort s'appuie sur l'armée pour asseoir son règne. Depuis 1975, Mohamed Hosni Moubarak est vice-président. Mais jusqu'à l'assassinat de Sadat, il est resté dans l'ombre. Désormais, le pays est en proie à l'incertitude et le nouveau président, encore blessé après l'attentat, doit agir vite. Toute la vision de Moubarak, sa conception politique, s'est construite à partir de la scène où l'homme assis à côté de lui s'est fait assassiner. Il a donc cherché à créer une certaine stabilité et à empêcher l'apparition de toute forme d'extrémisme dans la société. La stabilité est au centre de toutes ces politiques. La première chose qu'il a faite pour apaiser la situation a été de libérer les prisonniers politiques. Sadat avait fait arrêter 1536 personnalités politiques pour réduire au silence toute opposition au traité de paix avec Israël.
Après sa mort, les États-Unis craignent que le nouveau président ne revienne sur ses engagements. Moubarak les rassure. Il n'a pas l'intention de tout remettre en question. Sa priorité est avant tout de stabiliser la scène politique intérieure. Moubarak n'était pas un homme d'initiative. Il était plutôt du genre à calmer le jeu. Pour beaucoup, c'était ce dont l'Égypte avait besoin à ce moment-là. Rassurer les Israéliens, l'opinion publique égyptienne, rétablir les relations avec le monde arabe et préserver celles avec les États-Unis. Entre 1981 et 1984, l'année où ont eu lieu les élections législatives, les gens avaient peu d'attentes sur le plan politique. Le ministre de l'Intérieur, je le sais puisque je suis son gendre, voulait organiser des élections libres et démocratiques. L'apport d'Hosni Moubarak n'allait pas être d'ordre militaire ou économique, mais du domaine de la liberté et de la démocratie. Le soleil de la démocratie ne peut pas se mettre à briller d'un seul coup. Il monte progressivement. Le ministre de l'Intérieur a joué un rôle de relais pour que Moubarak parvienne à un accord avec l'opposition. Hassan Abou Bacha a organisé le dialogue avec l'ensemble des forces politiques. Il a parlé avec les communistes, avec Refat el-Saïd et bien d'autres encore. Parmi les dirigeants de notre parti, Moubarak a rencontré Khaled. Et il lui a tout de suite fait un salut militaire, car Khaled était plus ancien que lui. Puis il s'est tourné vers moi. « Dieu te punisse !» Qu'est-ce que j'ai fait? Ton dossier pèse 1 tonne avec tous ces allers-retours en prison. Quoi qu'il en soit, Khaled a dit « Monsieur le Président, on en a assez des conflits avec le régime. Quelles sont les limites qu'il ne faut surtout pas franchir ?» Et il a répondu « L'armée. Personne ne doit toucher à l'armée. » Comme ses prédécesseurs, Moubarak est officier. Il sait qu'à cette étape décisive, il ne peut réussir sans le soutien de l'armée. Mais avec la progression de l'électorat islamiste, il doit trouver une solution pour inclure dans le jeu politique les frères musulmans et d'autres partis d'opposition. Quand Moubarak est arrivé au pouvoir, il a créé une distinction entre ceux qu'il appelait les islamistes traditionnels et ceux qui se plaçaient hors la loi. Et il a donc permis aux frères musulmans de se présenter aux élections nationales. Les frères musulmans ne pouvaient pas se présenter au Parlement sous leur propre bannière, car leur groupe était interdit. Fouad Sirageddine a changé la donne en leur proposant de s'allier à son parti, le Wafd. Le parti Wafd, ennemi traditionnel des frères musulmans, est un parti libéral fondé en 1919. Fouad Sirageddine en est le leader historique et il teste les promesses présidentielles en proposant une coalition improbable. Pour la première fois, il y a eu une alliance entre les frères musulmans et le Wafd. Cela allait contre toute logique historique. Il était absolument inimaginable que les frères musulmans puissent s'allier à la plus grande force libérale du pays. Il y a eu une discussion pour savoir si on laissait l'opposition atteindre 5%. C'est évidemment le président qui avait défini les grands traits de cette décision politique. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que le Parti national pourrait n'obtenir que 60 à 70% des voix. Le Premier ministre, Fouad Mohiedine, était furieux. Il a dit, vous savez ce que ça signifie si nous obtenons moins de 75%? Que nous risquons à tout moment d'être éjectés du gouvernement. Fouad Mohiedine s'est écrié, c'est absurde, pas question qu'ils aient plus de 20%. L'opposition remporte 14% des sièges au Parlement. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, les frères musulmans sont officiellement représentés dans les institutions politiques du pays, mais sous la bannière du parti Wafd.
الشريعة يا إخواني هي الحل وسأعمل يا إخواني على ترميم المساجد ونشر الدعوة زيادة التعليم الديني في كل المدارس. Ils ont commencé à parler de changer des lois. Mais le système ne permettait d'adopter aucune loi sans l'aval du parti au pouvoir. Ça a généré une grande frustration chez les frères musulmans. Et les plus jeunes d'entre eux ont commencé à quitter l'organisation pour rejoindre des groupes djihadistes plus militants en Égypte et hors de l'Égypte. Après l'assassinat de Sadat, les services de sécurité en avaient marre d'arrêter des islamistes tous les 4 matins. Donc ils ont fini par leur dire « On ne veut pas de problème. Si vous voulez faire le djihad, allez le faire en Afghanistan. » Tous ceux qui le voulaient pouvaient aller en Afghanistan ou ailleurs. Je suis allé au Pakistan. Je voulais réunir de l'argent pour aller faire des études en Europe ou aux États-Unis. Les jeunes sortaient avec un visa de pèlerinage et chacun recevait une certaine somme d'argent. Là-bas, les mouvements islamistes avaient établi des camps où ils étaient reçus et entraînés pour le djihad. Moubarak fait d'une pierre 2 coups. Il se débarrasse de la jeunesse militante et marque des points auprès des États-Unis qui, en secret, soutiennent les moudjahidines afghans dans leur lutte contre les soviétiques. L'aide que les Américains apportaient aux moudjahidines devait servir à contrer les soviétiques. Il ne s'agissait pas encore de lutte contre le terrorisme, mais de montrer qui était le plus fort sur l'échiquier international. L'Égypte avait eu des relations militaires avec l'URSS. Elle produisait du matériel de type soviétique, similaire à celui qui était utilisé sur le terrain en Afghanistan. Cela correspondait parfaitement aux besoins des uns et des autres. Moubarak refuse de s'engager trop avant en Afghanistan. Mais l'Égypte dépend de plus en plus de son allié américain et ne peut rejeter toutes ses demandes. Les États-Unis veulent soutenir les moudjahidines en sous-main sans prendre le risque d'une confrontation ouverte avec les soviétiques en pleine guerre froide. L'extravagant sénateur du Texas, Charlie Wilson, trouve la solution. Convaincre l'Égypte d'envoyer ses propres armes soviétiques en Afghanistan. Charlie Wilson était un personnage haut en couleur. Il aimait mettre un costume et un bonnet afghan et se tenir sur la frontière en montrant le poing. Il s'arrêtait souvent au Caire pour parler avec ses amis égyptiens, des hommes politiques ou des militaires. Il rencontrait son ami Mohamed Abou Razala, qui gérait la partie égyptienne des livraisons aux Afghans. Celui-ci était ministre de la Défense et il était considéré comme le 2e homme fort d'Égypte. Charlie m'a appelé au téléphone et m'a dit « J'ai besoin de toi pour faire diversion. Je t'emmènerai là-bas, tu danseras, on les séduira et on obtiendra ses armes. » Il m'a demandé de me concentrer sur Abou Razala. Je dansais avec une épée que j'ai posée sur sa tête. J'ai fait glisser la pointe jusqu'à l'oreille, puis je l'ai fait descendre, jusque-là. Un type de la CIA était présent. Ils étaient tous là à la table. Bientôt, l'Égypte devient un des principaux fournisseurs d'armes des moudjahidines. Le général Mohamed Abou Razala a été attaché militaire aux États-Unis. C'est l'un des architectes de la coopération militaire américano-égyptienne. Avec l'aventure afghane, il devient l'interlocuteur privilégié des Américains. Les Américains ont misé sur la relation avec les officiers. Ce sera le groupe que nous courtiserons. C'est ce que Sadat voulait au départ. Et c'est ce que Moubarak voulait. Abou Razala était très populaire, plus que n'importe qui d'autre. En Égypte, c'est fatal.
Le numéro 2 doit rester dans l'ombre. Il y a un grand chef et les autres sont en dessous. Abu Razala devenait trop visible. Le pouvoir croissant du ministre de la Défense dérange Moubarak. La crise éclate le 25 février 1986. À son réveil, l'Égypte assiste à un spectacle inhabituel. Les forces de la sécurité centrale sont en train de tout saccager. La malchance a voulu que je sois le premier informé des émeutes de la sécurité centrale à l'hôtel Mena House et à l'Holiday Inn. Qui attaque? Que se passe-t-il? On a fini par me rappeler et me dire « ce sont les gars de la sécurité centrale ». Comment était-ce possible? Jamais dans l'histoire de l'Égypte, une unité de police ne s'était mutinée comme ça. Les conscrits de la sécurité centrale vivaient dans des conditions épouvantables. Ils sont allés directement dans les cuisines. Ils ne voulaient pas détruire les hôtels, même s'ils l'ont fait. Leur but, c'était les cuisines. Ce qui était effrayant, c'est que ça se produisait au Caire, à Gizeh et à Assiout. Donc tout ça était lié. Nous avons repris la situation en main et j'ai appelé le maréchal Abu Razala pour l'informer. Au sommet de l'État, c'est la panique. On croit que les islamistes ont infiltré la police et que les émeutes constituent la première étape d'une tentative de prise de pouvoir. Il n'y a pas un instant à perdre. Abu Razala prend l'initiative d'envoyer l'armée dans la rue. La sécurité centrale étant perdue, on a appelé l'armée. Si celle-ci ne tenait pas, le pays allait s'effondrer, ce serait un désastre. J'ai appelé le maréchal Abu Razala. Voici le plan pour que l'armée reprenne le contrôle. Merci d'informer le président. Le président devait être au courant que des soldats se baladaient au Caire. Il ne fallait pas qu'ils croient qu'ils allaient faire quelque chose. Moubarak n'a jamais nommé de vice-président. Il n'avait pas confiance. Et il était peut-être aussi un peu paranoïaque. Ses plus proches collaborateurs étaient ses pairs dans l'armée. Ils n'avaient pas peur de lui. Le ministre de la Défense reprend le contrôle de la situation. Mais sa réaction énergique fait comprendre au président qu'il doit lui aussi affirmer son pouvoir face à son trop puissant ministre. Il décide de le destituer. Quelques mois plus tard, quand Saddam Hussein envahit le Koweït, Moubarak saisit l'occasion de réaffirmer sa position d'allié le plus précieux de l'Amérique. Les troupes égyptiennes ont rejoint la coalition internationale. C'était la deuxième force après les Américains. Pendant la guerre, les services de renseignement égyptiens ont fourni aux États-Unis des informations essentielles, des écoutes téléphoniques, un soutien logistique. Les États-Unis ont donc estimé qu'ils ne pouvaient pas laisser l'Égypte crouler sous les dettes. L'Égypte a accumulé une dette extérieure d'un montant 3 fois supérieur à celui de son budget total, essentiellement auprès des Américains. Ce fardeau paralyse l'économie du pays. Le soutien de Moubarak durant la guerre du Golfe paye. D'un seul coup, les États-Unis annulent la dette égyptienne de 38 milliards de dollars. Mais ce beau geste n'est pas sans condition. En Égypte, lors de cette merveilleuse lune de miel qui a suivi la guerre, Moubarak avait le vent en poupe. Je sentais bien à l'époque que pour que l'économie égyptienne soit plus productive, il fallait que l'État sorte du circuit. Il fallait lâcher du lest. Les entreprises publiques étaient particulièrement inefficaces. Il fallait privatiser. Un tiers du secteur public a été vendu. On rachetait les usines à leur valeur industrielle et on les revendait ensuite à leur valeur foncière. Les usines, en particulier celles qui se trouvaient le long du Nil,
ont été vendues pour des projets de lotissement de haut standing, générant des milliards de profits, alors qu'elles avaient été achetées 1 ou 2 millions. En conséquence de quoi, la plupart de nos activités industrielles se sont arrêtées. Moubarak n'a rien prévu pour que les plus pauvres profitent aussi de la relance économique. Les nouvelles politiques consolident l'alliance du pouvoir et de l'argent qui s'était développée sous la présidence de Sadat. La privatisation fait apparaître une nouvelle classe de magnats des affaires, dont beaucoup ont des liens directs avec le président. L'armée observe ces nouveaux venus avec méfiance. L'armée croyait dans le secteur public et dans sa bonne gestion. La vente du secteur public à des privés était quelque chose que l'armée ne pouvait pas digérer. Le milieu des affaires se méfiait de l'armée. Il la voyait comme une concurrente. Ils avaient des relations conflictuelles, voire hostiles, et de rivalité. Pour tout terrain où l'on voulait implanter un projet, il fallait que l'armée donne son autorisation. Peu à peu, elle s'est mise à dicter où et comment les projets devaient se faire. La répartition des rôles n'était pas claire, étant donné que les projets de l'armée étaient en concurrence avec ceux du secteur privé. Il y avait des hôpitaux de l'armée, une assurance médicale, et ainsi de suite. Toutes sortes d'entreprises. De toute évidence, le secteur privé était perdant. Les entreprises de la défense ont des privilèges que le secteur privé leur envie. Depuis la présidence de Nasser, l'armée tire l'essentiel de ses richesses de l'exploitation des terres désertiques. Des villes entières de logements de luxe ont poussé à la périphérie du Caire. L'armée détient un tiers de l'économie nationale. Elle possède toutes sortes d'industries. Mais elle n'est soumise à aucun organisme de contrôle ou de réglementation, à aucune supervision de la société civile ou d'une des 2 chambres du Parlement. Moubarak manquait de fermeté. Il écoutait les hommes d'affaires se plaindre, mais il laissait l'armée continuer à faire ce qu'elle voulait. C'était un équilibre. L'armée était son soutien majeur, et il ne voulait pas la heurter. Il comptait néanmoins sur les hommes d'affaires pour diriger l'économie. Donc, il jonglait pour garder un certain équilibre entre les 2 forces. Moubarak ne défend pas suffisamment les intérêts de l'armée et laisse ainsi s'ouvrir une première faille dans le soutien des militaires. Cependant, l'économie est en pleine reprise et les élites se battent pour obtenir toujours plus d'avantages. La plupart des Égyptiens vivent pourtant encore sous le seuil de pauvreté. Et comme le gouvernement réduit subventions et dépenses publiques, de plus en plus de gens ont recours au réseau d'œuvres sociales des frères musulmans. Les services hospitaliers se sont effondrés suite à la libéralisation. Un citoyen qui allait à l'hôpital ne trouvait pas de médicaments, de pansements, de désinfectants, pas même de seringues. Mais la clinique islamique qui venait d'ouvrir à côté fournissait tout cela. L'État avait tout simplement abandonné son rôle. Je peux citer un intellectuel égyptien, un professeur, un laïc, qui avait des filles qui portaient des jeans. Ce n'était pas ce que nous appelons des ONM. Vous savez, des objets noirs en mouvement, couvertes de la tête aux pieds. Elles étaient tout à fait laïques et modernes. Mais ce monsieur m'a dit, nous allons dans les hôpitaux des frères musulmans, car ils fournissent des services à un tarif que je peux me permettre. Le rôle social des frères musulmans prend de l'ampleur en octobre 1992, quand un tremblement de terre particulièrement destructeur ravage les quartiers les plus pauvres du Caire.
Le président était à l'étranger, donc l'activité de l'État était sérieusement réduite. Les frères musulmans et d'autres mouvements islamistes ou organisations caritatives en ont profité pour distribuer des couvertures, installer des tentes, etc. Le tremblement de terre fait 545 morts, 6 000 blessés et laisse plus de 50 000 personnes sans abri. Le gouvernement met beaucoup trop de temps à réagir. Les camions de pompiers et les ambulances n'étaient pas en état de marche ou étaient mal entretenus. Difficile de ne pas se demander pourquoi. C'était un échec de l'État, une révélation de la corruption qui s'était exacerbée avec le régime. Et pas seulement le régime militaire. Il y avait aussi les services de sécurité et le milieu des affaires. Tous ces millionnaires, tous ces milliardaires qui avaient des accointances avec le régime. Les frères musulmans sont félicités pour le rôle qu'ils jouent lors du tremblement de terre. C'est un moment de trêve. Le gouvernement est soulagé de pouvoir abandonner la prise en charge des plus pauvres au vaste réseau d'œuvres sociales des frères musulmans. Eux, de leur côté, ont hâte d'apparaître comme des partenaires modérés et responsables, n'ayant rien à voir avec les extrémistes djihadistes qui commencent à rentrer d'Afghanistan. En 93-94, les frères musulmans ont décidé de commencer à accepter les règles du jeu et de renoncer à faire un travail de sape. Mais les djihadistes n'étaient pas du même avis. Tous nos hommes ont quitté l'Afghanistan à la fin de la guerre, quand les conflits internes ont commencé. La Jama'a al-Islamiyya est devenue bien organisée à l'étranger et a envoyé des gens commettre des attentats en Égypte, comme la tentative d'assassinat du Premier ministre Atef Sedki. L'État est alors intervenu avec l'affaire appelée les revenants d'Afghanistan, qui a permis d'empêcher les jeunes ayant reçu une formation militaire de revenir après la victoire des Moudjahidines. Les Afghans, c'est-à-dire les combattants égyptiens d'Afghanistan, n'ont pas l'intention de faire profil bas. Ils font pression sur l'État pour qu'il impose la charia. Le ministre de l'Intérieur, Zaki Badr, choisit l'affrontement. Les revenants d'Afghanistan ont été un véritable casse-tête pour la sécurité. Et avec Zaki Badr comme ministre de l'Intérieur, la situation était explosive. Il ne voulait pas qu'on arrête les suspects. Et il disait, ils intentent ensuite des procès pour torture, etc. Puisqu'ils nous attaquent, on riposte. C'est la guerre. De 1981 à 1986, il n'y a pas eu un seul attentat. Le ministre de l'Intérieur nous a ordonné de tirer pour tuer. Et ils ont mené plusieurs opérations dont le but était d'assassiner des islamistes. La violence appelle la violence. Et dans les années 90, la situation a atteint un point de non-retour. À chaque pression de l'État, les islamistes réagissaient avec encore plus de violence, en s'attaquant aux touristes étrangers par exemple, pour faire réagir la communauté internationale. Depuis 10 ans, des attaques terroristes élaborées viennent régulièrement troubler la vie politique égyptienne. Le 17 novembre 1997, un violent attentat contre un bus de touristes fait 62 victimes près du temple d'Hatchepsout à Luxor. Ce massacre marque un tournant décisif. Même les extrémistes de la Jama'a al-Islamiyya le condamnent ouvertement et s'engagent à renoncer à la violence. Les attentats terroristes s'interrompent. Et c'est seulement à ce moment-là
que le gouvernement mesure le terrain gagné par les frères musulmans pendant que les services de sécurité étaient absorbés par la chasse aux terroristes. Une fois de plus, la trêve fragile entre le régime et les frères musulmans est remise en question. Depuis leur fondation en 1928, les frères musulmans ont toujours eu une relation amour-haine avec les différents régimes qui les gouvernaient. Et invariablement, au début de chaque régime, ils ont de bonnes relations. Et à la fin, la tension augmente et le régime se retourne contre eux. Ça a été exactement la même chose avec Moubarak. Il a compris qu'en tant qu'organisation pacifique, les frères musulmans étaient plus dangereux que les organisations radicales. L'État doit équilibrer les forces politiques pour qu'aucune faction ne puisse dominer ou devenir trop forte. Si un groupe prend de l'importance, il va défier l'État, ce qui n'est pas souhaitable. Les dirigeants de la confrérie musulmane ont été arrêtés. L'accusation était la même que lors de toutes les arrestations précédentes. Relance d'une organisation illégale et interdite, les frères musulmans, dont le but est de renverser le régime. Comme ses prédécesseurs, Moubarak pense que malgré toutes leurs protestations de modération, les frères musulmans complotent pour prendre le pouvoir et faire de l'Égypte un État islamique. Cet argument lui vaut le soutien des Américains à l'époque où l'extrémisme islamiste se développe. Puis le terrorisme frappe au cœur de l'Amérique. L'ampleur des attaques du 11 septembre brouille la frontière entre les mouvements islamistes radicaux et les modérés. L'islamisme devient l'ennemi des États-Unis. Les Américains se tournent vers Moubarak, ils ont besoin de son soutien. Le 11 septembre, on revenait du ministère de la Défense quand on a vu tout le monde devant la télé. Toute la délégation américaine qui était là a commencé à envisager sous un jour nouveau la valeur des relations avec l'armée égyptienne. Il était clair que l'Égypte allait jouer un rôle majeur dans cette nouvelle guerre contre le terrorisme. Les États-Unis craignaient de subir d'autres attaques similaires. Et pour prévenir ces éventuelles attaques, nous avions besoin d'informations. Nous avions besoin de renseignements. Les relations entre les États-Unis et l'Égypte ont commencé à être considérées sous un seul point de vue, dans une seule perspective, le soutien à la politique américaine de lutte contre le terrorisme. Moubarak était totalement prêt à coopérer. Lui, son armée et surtout ses services de sécurité. L'administration américaine remet en vigueur une loi des années 80. Elle permet l'extradition extraordinaire d'individus suspects pour des interrogatoires renforcés dans d'autres pays. L'Égypte de Moubarak devient, en secret, un des piliers de cette politique. Si vous prenez quelqu'un, quelque part, et que vous voulez le déplacer, sans carte d'embarquement, ni passeport, ni siège d'avion, si vous déplacez des terroristes potentiels d'un endroit à un autre, en utilisant des moyens illégaux, illicites, c'est ça qu'on appelle l'extradition extraordinaire. Avant le 11 septembre, on suivait les procédures. Après, on n'a plus pris de gants. On s'est dit, on n'a plus de temps pour toutes ces procédures. Si cette personne sait qu'une autre attaque se prépare, nous devons agir par nous-mêmes. Si la CIA veut interroger un des leaders arrêtés en Afghanistan, où l'envoie-t-elle? En Égypte. L'Égypte mène l'interrogatoire et transmet les informations obtenues. Ce sont les Américains qui décident qui on doit faire parler. Ils reprennent ceux qui les intéressent et ceux dont ils ne veulent pas restent en Égypte. Lors de la chasse à Al-Qaïda à travers le monde, des centaines d'islamistes sont détenus sans jugement ou disparaissent, purement et simplement. Le cas d'un prédicateur égyptien, résident en Italie, révèle soudain au monde entier que les Américains délèguent en secret la torture à leurs alliés.
Après le 11 septembre, tous les Arabes ont été surveillés. Tout le monde. Modérés, extrémistes, musulmans, chrétiens, tous les Arabes en général. J'ai été l'un des Arabes placés sous surveillance. Je m'occupais de la menace d'Al-Qaïda sur le plan mondial. Je faisais partie de la direction. Abou Omar est à Paris. Les avis étaient partagés au sein du gouvernement américain quant à savoir si c'était un terroriste de grande envergure. Cela a été discuté et une décision a été prise. J'allais à la mosquée comme tous les jours. Tout à coup, je me suis trouvé devant deux types gigantesques. J'ai résisté, mais ils m'ont poussé violemment dans un véhicule. Puis, j'ai vu une dizaine de personnes portant des cagoules et des uniformes des forces spéciales. Ils m'ont entouré toute la figure avec de l'adhésif. Ensuite, ils m'ont emmené. Et j'ai senti mon cœur se soulever. J'ai compris que j'étais en avion. J'entendais le moteur. Abou Omar est emmené directement de la piste d'atterrissage dans un établissement égyptien de haute sécurité pour un soi-disant interrogatoire renforcé par de hauts responsables égyptiens. L'un d'eux m'a dit « Je vais te poser une question. Réponds par oui ou par non, rien d'autre. Acceptes-tu de retourner en Italie par le même avion et de travailler pour nous en échange ?» J'ai répondu non. À partir de là, ils m'ont torturé. Ils me demandaient les noms des Égyptiens là-bas, leur travail, leur adresse. Ils m'ont montré des photos d'Égyptiens, de Tunisiens, etc., en me demandant si je les connaissais. J'ai dit tout ce que je savais. Abou Omar est détenu et torturé pendant 2 ans. À sa libération, on lui ordonne de garder le silence sur ce qu'il a subi. Malgré son calvaire, il décide de parler. Son cas met en lumière la politique d'extradition. Cela encourage d'autres détenus à révéler l'ampleur des tortures pratiquées par le régime égyptien. Mais Moubarak se sait intouchable. L'impunité est garantie par la nécessité de lutter contre le terrorisme. Gamal Moubarak, le fils cadet du président, interrompt sa carrière dans la finance en Angleterre et rentre en Égypte. Le pays est en plein essor et Gamal est convaincu que son retour contribuera au développement. Bientôt, les bruits courent que le président prépare son fils à sa succession. Officiellement, le sujet est tabou. Un de mes collègues au Parlement est un cousin de la première dame, Madame Suzanne. Je lui ai demandé, c'est vrai que le président veut nous léguer à son fils? Il m'a répondu, je lui ai posé la question il y a quelques jours. Et il s'est écrié, dis à ta cousine que l'Égypte n'est pas une plantation que j'ai reçue de mon père, et que j'ai peur que notre fils se fasse assassiner. Les militaires étaient contre cette succession, peut-être parce qu'ils ne voulaient pas que l'Égypte soit dirigée par un civil. 15 jours plus tard, il est revenu me voir. Je voulais te prévenir que ce que je t'ai dit l'autre fois a changé. Le chef a choisi son fils comme successeur. Les responsables à cette époque considéraient que si c'était comme ça que le président avait décidé d'organiser sa succession, eh bien, c'est comme ça que ça se passerait. La plupart des responsables américains voyaient Gamal comme quelqu'un avec qui ils pouvaient traiter. Il était aimable, courtois, il parlait très bien anglais, c'était un homme d'affaires. Il était susceptible d'être un moteur de la modernisation s'il devenait président. Gamal est écouté par son père. Il veut introduire une nouvelle pensée pour réformer et libéraliser l'Égypte, autant sur le plan politique qu'économique. Ce qui a été déterminant, c'est quand Gamal et son entourage ont été invités à la conférence annuelle du Parti travailliste. Tony Blair avait lancé la nouvelle pensée.
La presse a commencé à prétendre que Gamal avait l'intention de créer un parti pour concurrencer le Parti national. Nous parlions du nouveau parti et de ses membres. J'avais même écrit un manifeste. À un moment, il a dit « Arrêtons. Il faut d'abord qu'on prenne un conseil politique. » Le docteur Osama El-Bez est venu nous écouter. Nous parlions de libéralisation économique et politique, de concurrence entre les partis. Il nous a dit « Arrêtez. Vous ne pouvez pas faire ça. Le fils du président ne peut pas être dans un parti qui lui est opposé. Je vous suggère, à Gamal et à toi, de rejoindre le Parti national et de travailler à vos réformes au sein du parti. » Le Parti national a été restructuré. Et 6 nouveaux membres ont rejoint le secrétariat. Gamal Moubarak, Ibrahim Kemel, moi-même, Ahmed Rez, etc. On se démarquait tous de la pensée traditionnelle du parti. Chacun à sa façon était un réformateur. Nous avons défini une stratégie pour lancer différentes réformes, pour changer ceci ou cela. Gamal Moubarak et son entourage d'hommes d'affaires veulent faire de l'Égypte un pays compétitif à l'échelle mondiale. La politique, dite de la nouvelle pensée, encourage la jeunesse égyptienne à maîtriser l'outil informatique et à se connecter au monde et ses évolutions. La liberté de l'Internet, qui permet la diffusion de la télévision par satellite, met fin à la censure des médias. Ce sera une première étape, mais surtout, Gamal Moubarak est déterminé à transformer le parti au pouvoir. Il ne doit pas se limiter à distribuer des faveurs, mais devenir le moteur de la renaissance égyptienne. Des dissensions sont apparues entre la nouvelle garde et la vieille. C'était le cercle des proches du président, qui faisait déjà partie de l'entourage de Sadat et qui étaient pour la plupart membres de la Ligue de la jeunesse de Nasser. Toujours les mêmes, indéboulonnables. Puis des gens comme moi ont dit qu'ils voulaient une réforme. Un ministre en exercice depuis 15 ans m'a dit « Écoutez, docteur, comprenez bien que nous vivons dans une dictature. Ce que vous faites peut gravement ébranler la vie politique de l'Égypte. Et si cela arrive, ça va être le chaos. » Il a ajouté, « L'Égypte a toujours été dirigée par un pharaon et on ne doit pas le déstabiliser. » Le remaniement du gouvernement en 2004 crée un choc. L'écrasante majorité des nouveaux venus sont des hommes d'affaires choisis personnellement par Gamal Moubarak. Il devient vite clair que les réformes promises vont d'abord bénéficier à ce nouveau cercle de pouvoir et d'argent. L'armée renacle. Elle se sent de plus en plus marginalisée. Les militaires cherchaient l'occasion d'arrêter ce projet de succession. Nous savions depuis toujours qu'ils seraient là quand le sujet serait abordé. Personnellement, je trouvais que les militaires se sentaient exclus par ce choix de succession que Moubarak avait fait seul, sans tenir compte de l'armée. Ils pensaient qu'un militaire prendrait la suite. Même si Gamal Moubarak était parfait pour le rôle, il n'avait pas le bon nom. L'armée ne pouvait pas laisser s'établir une dynastie. Cela remonte à la Révolution, où ils ont destitué le roi. Il aurait été le premier président qui n'aurait pas fait partie de l'armée. Il n'avait même pas fait de service militaire. Il n'avait aucune expérience des affaires d'État. Les dirigeants du pays étaient-ils d'accord? La réponse est non. Malgré une certaine réticence, la santé défaillante de Hosni Moubarak le pousse à déléguer certaines tâches à son fils, bien que celui-ci n'occupe aucune fonction officielle au gouvernement. Gamal et son entourage dominent maintenant la scène économique et politique du pays.
Des élections présidentielles et parlementaires sont prévues en 2005. Il est donc impossible d'éluder la question brûlante de la succession. L'opposition officielle est réduite au silence. C'est au tour de la société civile de réagir. Une vague d'opposition civile, appelée Kefaya, assez, est née dans la rue. Elle s'opposait à Moubarak en personne et dénonçait la succession comme un complot. C'est honteux, nous ne sommes pas une monarchie pour que Gamal succède à son père, nous ne sommes pas une république bananière. La manifestation était très effrayante. Nous étions seulement quelques-uns, entourés par une armée d'hommes de la sécurité centrale. Nous avons fondé Kefaya ensemble, musulmans, chrétiens, libéraux. Même les frères musulmans ont rejoint la campagne contre la succession. Les hommes politiques ont sous-estimé l'ampleur, la valeur et la portée de ce mouvement civil. Dire Kefaya, assez, n'est pas suffisant. C'est facile de détruire ce qui existe, mais ils n'avaient rien à proposer en échange. L'année précédant les élections, ont lieu de nombreuses manifestations. Elles sont brutalement réprimées par les forces de sécurité. Et les images de la répression circulent dans le monde entier grâce, paradoxalement, aux réformes Internet que Gamal a instaurées. Moubarak doit faire face à des pressions de plus en plus fortes, réclamant plus de démocratie. إن المبادئ السبعة التي تضمنتها مبادرتي استهدفت فتح آفاق جديدة أمام مسيرتنا الديمقراطية. Pour la première fois depuis l'avènement de la République, plusieurs candidats à l'élection présidentielle ont officiellement l'autorisation de se présenter. Moubarak disait toujours « c'est moi ou le chaos, mon fils ou moi ». Je voulais lui montrer que non, d'autres gens existent. Donc je me suis présenté aux élections présidentielles. Ayman Nour a été l'un des premiers à écrire sur la torture. Les gens ont compati et l'ont trouvé courageux. C'était suicidaire. Durant mes réunions de campagne, vous pouviez voir 500 sièges vides et 5000 personnes debout derrière les sièges. Les gens voulaient écouter, mais ils avaient peur de se faire arrêter s'ils s'asseyaient. Pour éliminer la candidature gênante d'Ayman Nour, celui-ci est accusé d'avoir falsifié les signatures nécessaires à la création de son parti politique. Il est arrêté. Ce n'est que le début du défi sans précédent auquel Hosni Moubarak va devoir faire face. Ayman Nour remporte officiellement 7,3% des suffrages et le président Moubarak est réélu pour un 5e mandat. Ayman Nour est devenu un symbole. Il n'était pas un bon politicien, il n'était pas un leader, il n'était pas très connu. Mais c'est la réaction des autorités égyptiennes contre lui qui a montré l'étendue de la corruption. La corruption n'avait plus de limites. Ahmed Hez et les gens de son acabit, tout l'entourage prenait, pillait, s'en mettait plein les poches. Il fallait attaquer ce groupe. Cela permettait de déstabiliser le projet de succession et d'ébranler Moubarak lui-même. Dénigrer Ahmed Hez, c'était dénigrer cette classe qu'il représentait. Avec Moubarak toujours au pouvoir et les élections parlementaires 2 mois plus tard, les protestations contre le monopole du pouvoir par le régime s'intensifient. Le président décide de relâcher la pression. Il va laisser un peu de place aux vieux ennemis du régime, les frères musulmans. Je me souviens avoir vu en rentrant chez moi un slogan « Votez pour le candidat indépendant à tel ». Mais le logo était celui des frères musulmans. Il y avait un Coran
etc. Est-ce que j'étais bien en Égypte? Je crois que ça n'a pas pu se produire sans qu'un accord ait été passé avec la sécurité. Et aucun service de la sécurité n'a pu donner son accord sans l'aval du président. Les gens croient qu'en Égypte, la politique se fait au hasard. Mais non. Tout est basé sur des accords. L'opposition obtient des sièges dans le cadre d'un accord. Ça ressemble à la démocratie, mais au fond, ça n'en est pas. C'est un arrangement. L'opposition a tant de sièges, nous en prenons tant et nous en donnons tant aux frères musulmans. Tout est conclu secrètement à l'avance. Les frères musulmans, en tant qu'indépendants, ont obtenu 88 sièges au Parlement. Le Parlement de 2005 était une structure forte et les frères musulmans s'en sont servis de tribune pour s'exprimer et diffuser leurs idées. C'était le plus grand groupe d'opposition jamais vu au Parlement, dans toute l'histoire de l'Égypte. Et ils ne se comportaient pas comme des partisans fanatiques de la charia. Moubarak répétait aux États-Unis, « Ne vous laissez pas abuser par les frères musulmans. Si vous creusez un peu, ce sont tous des terroristes, des radicaux. Ne vous laissez pas berner. » Les États-Unis sont toujours aux prises avec les répercussions du 11 septembre. La nouvelle administration américaine estime tout de même que la répression exercée par ses alliés musulmans alimente l'extrémisme. De plus, la liberté de l'Internet et la multiplication des téléphones portables avec appareil photo permettent aux blogueurs d'exposer l'étendue des violations des droits de l'homme. احنا لازم نخرج من هنا ولازم اهالينا يعرفوا اننا محبوسين. يا ده اهاليكم هم اللي جابوك هنا عشان ما عرفوش يربوكم. هاتهم كلهم. ناس عادي انها تروح القسم ويقولوا. C'était normal de se retrouver au poste de police et de se faire frapper. On n'était pas particulièrement mobilisés contre la torture. Puis il y a eu Abu Ghraib. Et le choc est venu fin 2006, avec la vidéo d'Emad El-Kébir. C'était un chauffeur de bus victime d'agressions sexuelles dans un commissariat à Bolak. البلد فيها قانون. قانون. هنا في قانون واحد بس. قانون حاتم. تعال يلا. La brutalité policière que connaît l'Égypte depuis des décennies n'est que la part visible de l'iceberg. La corruption est désormais orchestrée et règne à tous les niveaux. La corruption est insaisissable. Quand on arrive à la prouver, ce n'est plus de la corruption, mais un crime. Elle ne parvient jamais jusqu'au tribunal. Par exemple, un nouveau ministre est nommé. Le lendemain, le ministre du Logement l'appelle. « Je vous donne une villa, elle vaut 1 million. » Quelques mois plus tard, il rappelle en disant qu'il a une offre pour la villa à 4 millions. « On va la vendre pour vous. Vous paierez le million que vous devez et vous garderez 3 millions. Sur le papier, tout est légal. Achat et vente. لا لا اقل من 250 مليون مش ممكن. ما تنساش اللي فيه عمولات ومصاريف واحنا مش عايزين السوق يخرج من ايدينا. امبوسيبل مون شير. نو واي. انا ايام ما كنت في الوزاره قضيت على الرشوه والمحسوبيه. طبعا احنا كلنا لازم نعمل لتحسين احوال البلد. Tout le monde ferme les yeux sur l'enrichissement peu orthodoxe et le népotisme de la classe dirigeante. Mais en février 2006, c'est la catastrophe. Le ferry El Salam de retour d'Arabie Saoudite coule dans la mer Rouge avec 1400 passagers égyptiens. L'accident fait 1033 morts. Avec le ferry El Salam, la corruption a éclaté au grand jour. Mamdouh Ismail était membre de la commission de contrôle des ferries et il en était le propriétaire. Mais le véritable désastre a été causé par l'impossibilité de faire intervenir l'unité navale sans l'autorisation du maréchal. Le maréchal dormait et personne n'osait le réveiller.
Les gens auraient pu être sauvés. Les unités étaient là. Mais l'officier ne voulait pas réveiller le maréchal. Le bateau, vieux de 36 ans, a été acheté au rabais. Il n'était plus autorisé à transporter de passagers. Quelques jours avant son procès, le propriétaire, qui a des relations au plus haut niveau, quitte le pays. Quand les choses sont devenues graves, il a tout simplement pris l'avion, comme si de rien n'était, avec le soutien de Zakaria Azmi, qui est le directeur du secrétariat du président. Ismaïl fait appel de sa condamnation depuis l'Europe où il s'est réfugié. En 2009, au grand désespoir des familles des victimes, le tribunal, bien disposé envers lui, le déclare non coupable. L'impunité atteint de nouveaux sommets. Cette même année, le président Moubarak, âgé de 82 ans, prend tout le monde par surprise en annonçant qu'il se présentera pour un 6e mandat. Les élections parlementaires de 2010 semblent faites pour lui permettre de prolonger son règne. Le régime de Moubarak fonctionnait selon le principe de la cocotte minute. On laisse bouillir la cocotte et juste avant l'explosion, on relâche un peu de vapeur. On laisse les gens exprimer un peu de frustration et puis ils se calment. Mais lors des élections de 2010, quand le régime a remporté 100% des sièges au Parlement, la fraude était vulgaire. C'était indécent. C'était une erreur stratégique, car la fraude était flagrante. Il est impossible qu'un parti, quel qu'il soit, passe de 88 sièges à 0. Personne ne peut y croire. Pour tout le monde, c'était le signe que le Parlement allait entériner la succession. Les Égyptiens sont résignés à voir encore Moubarak au pouvoir pendant de nombreuses années. Mais ce qui mettra le feu aux poudres, c'est l'affaire Khaled Saïd, un jeune homme d'Alexandrie. Khaled Saïd était dans un café à Alexandrie. Il a résisté quand la police est venue l'arrêter. Ils se sont bagarrés dans la rue et il a été emmené dans une cour où il a été tué. La police a inventé une toute autre histoire et elle n'a même pas présenté ses condoléances à la famille. C'était vraiment choquant. Mais personne n'imaginait que la réaction serait si forte. Dans tout le pays, des manifestations éclatent pour protester contre la brutalité de la police envers Khaled Saïd. Pendant des années, j'ai publié des histoires de gens tués, torturés, humiliés. Un chauffeur de taxi torturé, bon, on s'en fiche, on les déteste tous. Ils sont grossiers, arrogants. Mais quand Khaled Saïd a été tué par la police, les gens ont été terrifiés. Ce n'était pas un chauffeur de taxi, ni un loupard, donc ça pouvait arriver à chacun d'entre nous. Ça ne nous dérangeait pas tant que ça arrivait aux pauvres. Mais quand ça s'est mis à toucher des gens comme nous, il y a eu un soulèvement. Cet événement, c'est l'effet papillon dans la théorie du chaos. Un battement d'aile de papillon au Japon peut changer le temps au Mexique. C'est pareil. La mort de Khaled Saïd et un homme qui s'est immolé en Tunisie ont fait tomber le régime égyptien. Le 25 janvier 2011, c'est la 59e journée de la police, la commémoration annuelle de l'événement qui a marqué le début de la révolution en 1952 contre le colonialisme britannique. 60 ans plus tard, jour pour jour, les Égyptiens marchent à nouveau vers le centre du Caire. En avançant vers la place Tahrir, ils brandissent les mêmes slogans que leurs aînés. Eux aussi demandent du pain, la liberté et la justice sociale. Eux aussi exigent la fin d'un régime tyrannique. Et cette fois, leur colère est dirigée contre le dernier pharaon en date,
le Raïs Hosni Moubarak, membre de la dynastie militaire qui depuis 60 ans dirige l'Égypte et promet de libérer le peuple. Pour des raisons différentes, l'armée et les frères musulmans soutiennent chacun de leur côté ce soulèvement populaire. La trêve aura été de courte durée entre les deux seules forces politiques du pays. Aujourd'hui encore, ce sont elles qui mènent la danse qui définit la vie politique de l'Égypte. يا بلادي ربي يخليكي يا بلادي